Bonjour à tous. Donc de mon côté, je vais essayer de faire un petit peu le point sur la modulation avec la pulvérisation. Donc nous avons vu, il a été question de taille de zone, d'empreinte de matériel. Donc là, la question auquel je vais essayer de répondre, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de moduler? Donc on ne parle pas de on-off, mais de moduler au tronçon avec un pulvérisateur. Donc on va dire que j'ai pris la question simple du pulvé par rapport à l'épondeur. Mais bon. Avant d'attaquer matériel, on va essayer de voir quels sont les enjeux et d'essayer de mettre quelques chiffres pour voir effectivement si on cherche à moduler, qu'est-ce que ça peut rapporter à l'agriculteur. Donc je suis partie sur quelque chose que tout le monde plus ou moins connaît, qui est la modulation de l'azote, et en particulier ici sur céréales, donc modulation de la dose tardive, de troisième apport sur céréales à partir d'images satellites. Donc vous avez en haut une carte qui vous montre une parcelle. Donc c'est une parcelle qui fait une dizaine d'hectares. Donc on voit qu'elle est plutôt bien structurée avec des grandes zones. En rouge, on nous demande plutôt d'apporter 80 unités et en vert plutôt 30. Donc l'expérimentation qui a été faite au champ, donc ici c'est une parcelle, mais vous verrez derrière on en a une quinzaine, ça a été de dire à l'agriculteur, on fait un passage homogène, donc un passage avec la dose qui correspond à la moyenne de la parcelle, un passage où réellement, on applique les 30 unités, les 80 unités, et ce, répété sur l'ensemble de la parcelle. Donc ici, j'ai pris, on va dire, la définition restrictive de Gilbert, qui est de dire on a bien la même quantité qui est appliquée à la parcelle. Donc le seul facteur de variation que l'on a, c'est la différence de répartition à la parcelle. On n'a pas de variation de dose, c'est vraiment que la répartition. Bon, bien sûr, d'ailleurs, je vous ai mis une petite photo, mais récolte pleine barre de coupe pour limiter les biais, on va dire, d'analyse derrière. Donc si on regarde sur l'ensemble des parcelles que l'on a, donc vous avez en abscisse la date à laquelle l'essai a été fait avec son département. En Y, vous avez la dose d'azote. Et en X, vous avez ici les points verts qui correspondent au rendement que l'on a obtenu sur la parcelle en question. Donc vous voyez que mes points verts, j'ai des points qui effectivement sont positifs et j'ai des parcelles pour lesquelles on n'a eu aucun gain. Bon, si on regarde plus précisément ces parcelles, on voit qu'on avait ce type de parcelles où la variabilité était quasiment nulle. Donc c'est déjà tout ce qu'on a dit depuis le début. Pour que la modulation soit intéressante, il faut une variabilité à la base. Ici, on a modulé entre 70 et 80 unités. Il était évident qu'on n'allait rien voir. Et l'enjeu sur les parcelles les plus intéressantes, les mieux structurées, l'enjeu est de l'ordre de 3 quintaux hectares. Il faut voir également qu'on a parlé d'agronomie, ça reste la base. Sur certaines parcelles, on a également eu des rendements de 0 quintaux, tout simplement parce qu'on parle d'apport tardif sur blé et qu'on n'a pas eu d'eau pour valoriser l'apport, tout simplement. Donc oui, il y a une question de taille de parcelle, une question de matériel, mais il y a surtout une question d'agronomie derrière. Donc on va dire modulation de l'azote, l'enjeu c'est de l'ordre de 3 quintaux hectares, parcelles les mieux structurées bien sûr, et les plus variables. On a regardé également tout ce qui était modulation des fongicides. On va dire que ça commence à agiter un petit peu le milieu, en se focalisant sur la variabilité de la nuisibilité de la septoriose. Donc ici on va bien parler que septoriose. Donc on est sur des essais qui sont assez anciens, puisqu'on est de l'ordre de 2002 à 2003. Donc je vous ai mis quand même un petit protocole, histoire que vous compreniez bien s'il y avait derrière. Donc sur des parcelles d'agriculteurs, on a fait des passages traités, non traités. Ce qui veut dire que pour chaque parcelle, nous avons des rendements qui correspondent aux zones traitées et des zones de rendement qui correspondent aux zones non traitées. Une petite interpolation entre ces points nous permet d'avoir la carte de rendement si l'on avait traité ou non traité sur l'ensemble de la parcelle. Ce qui nous permet d'avoir une dose traitée, une dose non traitée, au pixel dans la parcelle. On a donc, pour chaque parcelle, une carte de différentiel traité-non traité, c'est-à-dire que l'on a sur la parcelle une carte de nuisibilité à la septoriose. Et on voit que typiquement sur la parcelle que vous avez ici, on va sur un différentiel de rendement de 0 à plus de 20 quintaux. Donc voilà sur le principe, c'est vraiment traité, non traité. C'est-à-dire que là, sur le terrain, on n'a absolument pas eu de modulation de mise en œuvre. Et dans tous les cas, en 2003, on était incapable de le faire. Donc on était vraiment passage traité, passage non traité,
qu'est-ce que l'on a en termes de nuisibilité à la parcelle. Donc nous avions une dizaine de parcelles avec des nuisibilités différentes, puisque sur certaines parcelles, on avait une nuisibilité qui était nulle, c'est-à-dire qu'aucun dégât fait par la septoriose, et des parcelles, par contre, pour lesquelles on avait une nuisibilité de proche de 30 quintaux, ce qui est relativement très important. Donc c'est cette première parcelle que j'ai pris en exemple, et je vous ai mis malgré tout le modèle que l'on a utilisé, c'est-à-dire qu'à chacun des pixels, on connaît le gain de rendement, c'est-à-dire mon différentiel traité, non traité. Grâce à ce différentiel de rendement à chaque pixel, on est capable de définir une dose de fongicide qu'il aurait fallu appliquer sur chacun des pixels de ma parcelle. Ce qui nous permet d'avoir, si l'on veut, une cartographie de dose qu'il aurait fallu apporter a posteriori sur ma parcelle. Donc, si bien sûr on prend la moyenne de la dose de mes pixels sur cette parcelle, on arrive au fait qu'il aurait fallu apporter en moyenne 0,95 litres hectare de mon produit que je voulais amener à l'époque contre la septoriose. Si par contre je fais l'inverse, c'est-à-dire que je prends la nuisibilité moyenne à ma parcelle, que je passe par le même modèle, j'arrive ici à une dose uniforme qui était de 0,96 litres hectare. Donc on s'aperçoit que l'enjeu sur la dose, pour moduler les fongicides, on va dire que les enjeux sont relativement faibles. Bon, maintenant, on savait, quand on parle de modulation, si on prend la définition restrictive de Gilbert, on a vu que normalement, dans tous les cas, on n'a pas d'influence sur la dose. Ça, c'est l'outil de diagnostic qui est censé définir quelle dose je mets à ma parcelle ou en chacun des pixels. Par contre, on aurait pu espérer une influence sur le rendement, et là, on voit qu'avec ce même modèle, les rendements qui sont calculés avec mes deux doses, ma dose ajustée et ma dose uniforme, alors que j'ai quand même une nuisibilité de 30 quintaux. Dans un cas, je suis à 27,27 et à l'autre, je suis à 27,14. On est bien en différentiel de rendement. Hein. Ce n'est pas mon rendement à la parcelle, 27. Hein. C'est bien mon écart traité, non traité. Donc on voit que les enjeux sur ma dose, les enjeux sur mon rendement sont, on va dire, dans le cadre de ces parcelles-là, relativement faibles. Donc on a vu que pour l'instant, j'ai pris l'exemple de l'azote, l'exemple du modulation de fongicides qui paraît un petit peu faible, mais bon, on va essayer quand même de répondre à la question qui est de dire, est-ce qu'à l'heure actuelle, mon pulvérisateur est capable de moduler au tronçon pour réduire les erreurs dans ma parcelle et apporter la meilleure dose au meilleur endroit. Donc, ma modulation, comment est-ce que je fais à l'heure actuelle? Donc, il faut savoir que dans un premier temps, tout pulvérisateur est capable de faire de la modulation sous condition que sa console soit capable de le faire. Et ceux qui ont déjà testé voient tout l'enjeu du sous condition que. C'est-à-dire que oui, ça marche bien. On a parlé tout à l'heure de problèmes d'interopérabilité. Bon, globalement, quand tout va bien, on y arrive sans problème. Par contre, il est vrai que la modulation se fait dans le sens avancement. Ça veut dire que je mets la même dose sur toute la largeur de ma rampe, et c'est uniquement lorsque j'avance que je vais réussir à changer de dose. Si on veut être plus précis, et qu'on veut faire de la modulation au tronçon, c'est-à-dire d'avoir une localisation plus précise de l'application, je vais avoir à l'heure actuelle deux technologies à ma disposition, les porte-bus à sélection automatique, que je vais vous montrer, et les bus PWM. Rapidement, le principe de la bus PWM, c'est une buse qui a des cycles, c'est-à-dire qui ouvre, qui ferme, qui ouvre, qui ferme, et c'est la durée de la fermeture qui va faire que je vais mettre une dose plus ou moins importante. Voilà. Donc, si on revient au porte-bus à sélection automatique, c'est ce que nous avons testé pour voir si effectivement il était possible de moduler, d'avoir des doses différentes sur chacun des tronçons. Donc, c'est le Technoma OSS Plus que nous avons testé donc en début d'année, sur avril-mai. Donc, c'est un porte-bus automatique à 4 buses alignés, sur lequel nous avons positionné, vous l'avez ici, des capteurs de pression. Donc, ce capteur de pression permet de connaître pour chacune des buses quel est le débit que l'on va avoir sur chacune des buses. Donc le principe peut-être du porte-bus à sélection automatique, c'est d'avoir 4 buses avec des calibres différents, et c'est le logiciel qui va choisir la buse ou les combinaisons de buses optimales pour appliquer la dose que je souhaite. Chacune des buses étant pour le coup dans sa plage optimale d'utilisation. Donc ici, nous avions des tronçons de 4 mètres, ce qui correspondait à 8 buses à 50 cm,
qui était bien sûr gérée par la console du constructeur, hein, qui était la console e-top. Donc mes capteurs de pression équipés, les 4 tronçons centraux, donc vous les avez ici, 4 tronçons centraux du pulvérisateur. Alors pourquoi? Non pas que le pulvé n'ait pas été capable de moduler sur l'ensemble de la largeur, hein, mais c'est juste que nous avions le matériel uniquement pour équiper les 4 tronçons. Donc ces capteurs de pression enregistrent à une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire à tous les 0,2 secondes, et étaient bien sûr synchronisés avec un GPS pour connaître la position précise, donc en RTK, précision précise du débit de chacune des buses que nous avions testées. Donc l'objectif, c'était d'évaluer la compatibilité avec le GPS. Bon, ça, on le savait, hein, pour ceux qui sont un peu habitués. On rentre une trame NMEA en 10 Hz, précision RTK dans les consoles. Bon, ça, on va dire que ça marche, on sait que ça marche bien, qu'il n'y a pas de souci. Le premier objectif, c'était de vérifier le délai de réponse à un changement de volume, que ce soit dans le sens d'avancement, mais également sur la largeur de la rampe. En gros, tout à l'heure, on a parlé de zone, de taille de zone et de transition, mais quel est le temps qu'il me faut pour passer d'une zone à une autre. Pour info, on avait testé quelques technologies d'injection directe. On était plutôt à des temps de changement à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, de 30 à 60 secondes. Donc ça veut dire qu'un tracteur à 10 km/h, ça fait 2,8 mètres à la seconde. Le deuxième objectif, c'était d'évaluer l'influence de la dose précédente sur la dose suivante dans le sens d'avancement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mon tronçon, je lui demande une dose de 50. Est-ce qu'il va me faire le même 50 si j'ai une dose juste avant qui est de 200 litres hectare, ou si j'ai le même 50 litres hectare? Et nous avons également mesuré l'influence du débit total à la rampe sur la dose appliquée sur la largeur de la rampe. En gros, si j'ai une dose de 50 parmi des doses de 200 sur ma rampe, est-ce que je vais bien avoir mon 50 ou est-ce que je vais avoir une autre dose? Donc dans les facteurs étudiés, nous avions donc la dose cible par tronçon, la dose précédente au tronçon, le numéro du tronçon, donc sa position sur la rampe, et le débit total de la rampe. Bon, je vous passe analyse statistique sur un modèle de covariance. 2 variables étudiées, la dose moyenne appliquée à mon tronçon et le délai de réponse. Un petit peu de protocole malgré tout pour vous montrer l'ampleur de la manip. Donc nous avions une parcelle de 600 mètres de long sur lequel nous avons testé 4 volumes différents, donc 50, 100, 150 et 200 litres. Donc ces doses étaient réparties de façon aléatoire sur la largeur de la rampe. Ça veut dire que si on veut tester toutes les combinaisons possibles avec 4 doses, ça fait 256 possibilités. 256 possibilités qui sont placées également de façon aléatoire dans le sens d'avancement du pulvé. Donc, 256 possibilités, ça veut dire qu'au total, ça nous fait 53 cartes de préco qui, bien sûr, ont été répétées 3 fois. Donc, je vous le répète, là, donc, on n'avait bien que des doses sur les 4 tronçons centraux, même si le pulvé avait les autres tronçons qui étaient actionnés. Donc, au niveau des résultats, donc, tout d'abord, est-ce que la dose appliquée au tronçon est la dose qu'on avait demandée? Donc, vous avez en X le volume cible par tronçon et en Y le volume qui a réellement été appliqué. En rouge, vous avez la bissectrice et en bleu, les résultats qu'on a obtenus, c'est-à-dire que quand on demande effectivement une dose cible à 50 litres hectare, sur le terrain, nous avons réellement les 50 litres par hectare. Par contre, on voit qu'on en a une légère dérive avec le volume et que lorsque l'on demande une dose au tronçon de 200 litres hectare, on a un petit peu moins que les 200 litres hectare qui sont réellement appliqués. Malgré tout, on voit qu'on est toujours inférieur, enfin que l'erreur qui est mesurée est toujours inférieure aux 10% du volume cible, les fameux 10% qui sont admis par la norme. Donc globalement, on voit que quel que soit l'environnement, quelle que soit la dose avant, sur le côté, lorsque je demande à mon tronçon une dose, j'arrive bien à avoir la dose en question. Si on regarde maintenant l'influence de la moyenne sur ma rampe, c'est-à-dire que ici, je demande à mon tronçon une dose de 50 litres hectare, mais la moyenne à ma rampe est de l'ordre de 170. Ça veut dire que sur ma rampe, j'ai
3 tronçons à 200 litres hectare et un seul tronçon qui est à 50 litres hectare. On voit qu'effectivement, dans ce cas-là, j'ai bien ma dose de 50 litres hectare qui est appliquée. On voit qu'on a malgré tout une légère influence, c'est-à-dire que quand j'ai mes 3 doses à 200 litres hectare et que je demande 50, on voit qu'effectivement, le volume qui est réellement appliqué est légèrement supérieur à 50 litres hectare. Si on prend à l'inverse ma dose de 200 litres hectare, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une légère influence du volume moyen qui se trouve dans ma rampe sur la dose que je vais appliquer à mon tronçon. Malgré tout, dans tous les cas, on reste dans les fameux 10% du volume cible qui est admis. En termes de délai d'avancement, vous avez donc pour chaque volume cible au tronçon, ici le délai, donc on voit que selon le volume que j'ai à chacun de mes tronçons, 50, 100, 150 et 200 litres hectare, j'ai un délai qui va varier, on va dire, de 5,5 secondes à 6,5 secondes. Malgré tout, d'un point de vue statistique, on n'a pas de différence. C'est veut dire que, quel que soit dans le sens d'avancement du pulvé, pour passer d'une dose à une autre, mon délai sera toujours le même et il sera de l'ordre de 6 secondes. Je n'ai pas d'influence de la dose précédente ou de la dose suivante sur le délai. Donc voilà globalement donc, pour répondre à la question sur mon pulvérisateur. Et effectivement, à l'heure actuelle, nous sommes capables d'avoir la bonne dose au bon endroit, objectif étant de réduire les zones en erreur par rapport à une carte de préconisation. Et nous sommes capables d'avoir des doses différentes sur la largeur de la rampe au tronçon. Malgré tout, ce qu'il faut voir, au début, j'ai parlé de l'enjeu, donc j'ai parlé de l'azote, j'ai parlé des fongicides pour la septoriose. Bon, il faut quand même voir qu'à l'heure actuelle, les plus grosses limites sont essentiellement agronomiques. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément toutes les infos pour faire mes cartes de préconisation. On le voit bien on a regardé la septoriose, c'était peut-être pas la meilleure maladie à regarder. Il y a certainement les rouilles, les maladies qui vont plutôt être en rond. Il y a la question des ravageurs et on s'aperçoit qu'en fait c'est plutôt là la limite à l'heure actuelle. C'est pas forcément le matériel, c'est plutôt l'agronomie pour établir les cartes de préconisation.